Ralentissement économique, crise de la dette dans les pays de l'Europe du Sud, décrochage de l'euro face au dollar, chute des bourses, attaque des marchés contre les banques françaises. La zone euro semble emportée dans une spirale infernale. Derrière cette crise de confiance généralisée, l'insoluble crise grecque. Jean-Marc Daniel, la Grèce peut-elle rester dans l'euro ? Alors pour répondre à cette question, je me situerai à deux niveaux. Il y a le cas de la Grèce en tant que telle. Est-ce que la Grèce a intérêt à rester ou à sortir? Et il y a l'intérêt de la zone euro en tant que telle. Est-ce que la zone euro a intérêt à la garder ou à la faire sortir? Et si oui, est-ce qu'il y a un prix à payer qui est un prix exorbitant? Alors la Grèce. Alors pour la Grèce, les gens qui disent que la Grèce doit sortir de la zone euro pensent que ça lui permettrait de dévaluer sa monnaie. À mon avis, c'est faire deux erreurs. La première erreur, c'est de considérer que le problème des finances publiques grecques est un problème de compétitivité et de déficit extérieur. En fait, la Grèce a eu de la croissance dans les années 2000 et les finances publiques n'en ont pas bénéficié. Le problème de la Grèce, c'est un problème d'inadéquation de sa fiscalité à la réalité de l'économie. Mais c'est aussi un problème de compétitivité. Non, je ne crois pas. Je pense que quand on regarde ce qui se passerait si on dévaluait la monnaie grecque, on aurait une très forte inflation. Mais compte tenu du commerce extérieur de la Grèce, on n'aurait pas beaucoup plus d'exportation parce que la Grèce a des produits à exporter qui sont peu nombreux, très spécifiques et assez peu dépendants de la valeur réelle des prix pratiqués. C'est-à-dire que, vous savez, pour qu'une dévaluation soit efficace, il faut que les élasticités du prix des importations par rapport aux élasticités du prix sur les exportations, que la somme des deux soit inférieure à 1. Donc aucune chance de réindustrialiser la Grèce. Aucune chance d'industrialiser la Grèce si tant est qu'elle n'ait jamais été industrialisée. Donc je pense que ce n'est pas la bonne réponse pour la Grèce. Le deuxième élément, c'est que quand on quitte une zone monétaire, on l'a vu dans un certain nombre d'exemples, pas nombreux, mais par exemple quand le Mali a quitté la zone franc, la réaction de la population a été de garder les francs CFA et de refuser la nouvelle monnaie. Et on le voit déjà en Grèce en ce moment. La Grèce, qui représente 2,5% de la masse de la production de la zone euro, représente 5% de la masse des billets en euros en circulation. C'est-à-dire que la population grecque a déjà décidé de vivre en billets de peur que ses avoirs, ses comptes courants, tout ce qu'il y a en banque soit transformé dans une monnaie qui serait une monnaie moins fiable que les billets qui resteront si la zone euro continue à exister, les billets de l'Allemagne ou de la France. Donc on ne se débarrassera pas du problème grec par la volonté des Grecs. Alors, par la volonté des Grecs, la réponse est manifestement non. Est-ce que la zone euro, elle, a intérêt à se débarrasser des Grecs? Réponse non, pour deux raisons. La première raison, c'est que les Grecs ne représentent pas un poids tel que résoudre leurs problèmes d'endettement soit insoluble. La dette publique grecque, c'est entre 350 et 400 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on rapporte ça à la situation de l'ensemble de la production de la zone euro, on est autour de 3% de l'ensemble du PIB de la zone euro. Et si on regarde... Donc un tout petit problème. C'est un tout petit problème, c'est un tout petit pays. Et enfin, un tout petit problème pour la zone euro, mais un gros problème pour les banques françaises. Alors c'est un problème effectivement pour un certain nombre d'opérateurs économiques. Donc ces opérateurs économiques, c'est les banques françaises, les banques italiennes, accessoirement les banques allemandes. Mais là aussi, on peut considérer que si on veut garder la Grèce dans la zone euro et faire en sorte que la menace d'un défaut ne pèse pas sur la comptabilité des banques, ne pèse pas sur la fiabilité de ces banques, il suffit que cette dette, qui n'est pas très importante, soit effectivement rachetée systématiquement par des opérateurs publics, c'est-à-dire le Fonds européen de stabilité financière et la Banque centrale. Et je crois que ça, c'est le vrai nœud du problème, c'est de redéfinir, de repenser, de se poser la question donc de savoir... le Fonds de stabilité et la Banque centrale. Et la Banque centrale. C'est pas sa mission. Alors voilà, on en arrive à cette vraie question, c'est quelle est la mission d'une banque centrale? Parce que, à mon avis, ce qui est en train d'exploser en ce moment, au travers du cas grec, c'est une certaine vision de la banque centrale qui avait été celle qui avait été mise en place par les Britanniques dès la fin du XVIIe siècle, dans laquelle la banque centrale était à la fois le prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire en charge de financer l'économie et singulièrement de faire en sorte que les États ne fassent plus banqueroute, comme on disait à l'époque, et deuxièmement, d'éviter malgré tout les débordements et donc de lutter contre l'inflation. Or, la logique du traité de Maastricht était effectivement de mettre l'accent particulier sur la lutte contre l'inflation. Or, le problème qui se pose maintenant est plus un problème. C'est pas un problème d'inflation, c'est un problème de financement de l'économie. Et donc, la Banque centrale est un peu en porte-à-faux parce qu'elle est normalement l'outil fait pour financer l'économie. Et on lui rappelle régulièrement que sa mission, c'est de lutter contre une inflation qui, pour l'instant, a disparu. Donc, le fonds d'investissement plus la Banque centrale doit
payer la dette grecque. Le fonds d'investissement, Et on doit sauver les créanciers. On doit sauver le créancier. Je pense qu'il faut sauver le créancier, essentiellement d'abord parce que tout le système, là aussi monétaire et financier, est lié à l'idée qu'il y a un actif qui est un actif sûr, qui est la dette publique, et qui était l'actif de référence dans les échanges sur les marchés interbancaires. Si on commence à porter un doute sur la fiabilité de cet actif, tout le marché interbancaire va être obligé de retrouver, de se réorganiser, de fonctionner au travers d'autres outils qui vont être de toute façon des outils qui porteront d'une certaine façon une certaine incertitude. Donc il faut consolider l'idée que la dette publique est un actif sûr. Il faut en regard, pour que cette consolidation soit crédible, que les pays qui se sont très endettés amorcent des politiques d'austérité pour que la dette publique ne soit pas vécue non plus comme quelque chose qui se multiplie à l'infini avec les dangers d'inflation qu'il y a derrière. Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas en réglant cette dette grecque dans le cadre du too big to fail au niveau des États? Alors, je ne pense pas qu'on soit dans la même situation parce que C'était un petit peu la question devant laquelle se trouvaient les Américains dans le cas Lehman, en fait. Oui, dans le too big to fail, il y a l'idée que, à un moment donné, on a le choix entre faire survivre et faire disparaître. Or, un État, ça disparaît jamais. C'est-à-dire que ses finances peuvent être en situation de banqueroute, mais l'État, lui, est toujours là le lendemain. Ce qu'a rappelé récemment, à la fin de la semaine dernière, le responsable pour l'Europe du Fonds monétaire international, M. Borges, c'est que si la Grèce faisait défaut, par exemple, le lendemain de son défaut, elle est de nouveau devant les marchés financiers parce que la Grèce existera encore. Le lendemain de la disparition et du défaut de Lehman Brothers n'est plus sur les marchés, Lehman Brothers est en liquidation judiciaire. La Grèce ne sera pas en liquidation judiciaire. On ne peut pas tirer un trait de plume sur la Grèce. Le peuple grec continuera à exister et l'État grec aura de nouveau besoin de se Il y a une fixation à l'heure refinancer. actuelle sur le cas grec, mais derrière le cas grec s'annonce le cas italien, le cas espagnol, et juste derrière le cas français. Donc si on règle le problème grec, est-ce que les trois autres méga-économies qui se trouvent derrière ne vont pas se trouver surexposées immédiatement ? Non seulement il y a ces trois cas, mais il y a tous les cas. C'est-à-dire que si un État est supposé pouvoir faire défaut, il y a aussi le cas allemand. N'importe quel État peut être en situation, un jour devant les marchés, de s'entendre dire par les marchés « nous, on n'a plus confiance, on ne vous refinance pas ». Et s'il n'y a pas un prêteur en dernier ressort, eh bien ces États, aussi sérieux soient-ils, aussi prisés et estimés soient-ils par les économistes, seront dans les possibilités d'honorer leurs engagements. Compte tenu des effets systémiques que nous avons avec le cas grec, qui se propage ensuite aux autres pays, la Banque centrale européenne devrait être en mesure d'intervenir sur tous les pays. La Banque centrale européenne devrait être en mesure d'intervenir sur tous les pays, car c'est sa vocation de prêteur en dernier ressort. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation assez proche de celle de la Fed, finalement ? On se retrouve dans la situation proche de la Fed. C'est ce que je raconte par ailleurs dans un certain nombre de documents. C'est que la question s'est posée dans les années 1790 aux États-Unis. Est-ce qu'il faut trouver une banque centrale et est-ce qu'il faut mutualiser la dette publique pour créer un État américain ? Et la personne qui a gagné, qui était Hamilton, a imposé une banque centrale et une mutualisation de la dette. Alors, le compromis a été rompu au milieu du 19e siècle lorsque Jackson a supprimé la banque centrale. Et on est un peu dans la même situation en Europe. C'est-à-dire qu'il faut mutualiser la dette et fabriquer une vraie banque centrale. Et si on rompt un compromis autour de la banque centrale, comme l'a fait Jackson aux États-Unis, on va fragiliser tout le système financier européen. Donc il faut affirmer clairement que la Banque centrale européenne est prêteur en dernier ressort. Alors, si la Banque centrale européenne devient prêteur en dernier ressort et sauve les économies de l'Europe du Sud, puisque c'est de cela qu'il s'agit, y a-t-il encore un intérêt à mener des politiques restrictives ? Ce sera ma dernière question. Alors, le rôle de la Banque centrale, c'est effectivement de faire en sorte que la dette ne devienne pas abyssale, parce que sinon sa monétisation peut devenir une source d'inflation. Et puis je crois qu'il y a une dimension politique, on le voit en ce moment au travers des propos. Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'inflation ? Non, pas au niveau de la Grèce, mais si on monétise la dette italienne ou la dette française, à ce moment-là, il y a une injection de monnaie telle qu'on peut parler de risque d'inflation ou tout au moins de déficit extérieur. Qu'on n'a pas aux États-Unis. Qu'on n'a pas aux États-Unis parce qu'on a du déficit extérieur à la place de l'inflation. C'est-à-dire le déséquilibre offre-demande aux États-Unis passe par du déficit extérieur. Mais après, on rentre dans un problème qui est un problème politique. On le voit bien au travers des propos que certains dirigeants d'Europe du Nord tiennent sur les Grecs, sur le thème on les paie pour les payer à ne rien faire, à boire de l'ouzo et à danser le sirtaki. Et donc, il y a un moment aussi où, quand on est ensemble, quand on construit une union, il faut que tout le monde ait l'impression d'être solidaire et de faire des efforts
pour la consolidation de cette union. Il faut aussi que les pays du Sud soient rigoureux dans leurs finances publiques pour persuader les pays du Nord que vivre au bord de la Méditerranée, ce n'est pas uniquement boire de l'ouzo en dansant le sirtaki. Donc cela signifie une prise de contrôle des finances publiques des pays de l'Europe du Sud en même temps. Ça signifie effectivement en partie, et c'était la logique là aussi de constitution des États-Unis, une instance fédérale. Donc on va jusqu'au bout, on va jusqu'à la logique fédérale. On va jusqu'à la logique fédérale. C'est-à-dire que le véritable problème maintenant pour les Européens est un problème politique, c'est pourquoi on est ensemble. Au départ, l'idée c'était on est ensemble pour ne pas se faire la guerre. La question est est-ce qu'on ne va pas aller un peu plus loin? On a créé une monnaie commune, donc on veut aller plus loin. Derrière le prêteur, en dernière instance, pour sauver les économies de l'Europe du Sud, on aboutit logiquement au fédéralisme. À une forme de fédéralisme dont la première manifestation seront les eurobonds, qui existent déjà parce que le fonds européen de solidarité financière, de stabilité financière, c'est un véhicule qui va servir à émettre des eurobonds. En fait, même si le mot, comme il provoque des hauts le cœur en Allemagne, n'est pas utilisé, c'est une forme de fédéralisation de la dette. Eh bien, Jean-Marc Daniel, merci beaucoup. À bientôt.